On va maintenant prolonger avec, continuer l'atelier avec la lecture du compte de résultat. Vous allez pouvoir souffler un peu parce que le bilan, ça peut être un peu compliqué à appréhender. Le compte de résultat, bon, ça vous parle un peu plus, j'imagine. Donc, le compte de résultat est composé de produits et de charges. Donc, on a défini un peu plus tôt ce qu'était un produit et une charge. Et il permet de constater si votre exercice a généré un bénéfice ou une perte. Donc, si les produits sont supérieurs aux charges, il y aura un bénéfice, on est d'accord, et on parlera alors de résultat bénéficiaire. Si les charges sont supérieures aux produits, par contre, là, il y aura une perte, et on parlera de résultat déficitaire. Le résultat, quelque part, est le carburant de votre société, ce qui va lui permettre d'avoir son activité, de grossir. Donc, c'est une ressource. Et en ça, si on doit le classer dans le bilan, et ben, il apparaît au passif du bilan, en tant que ressource. Parce que vraiment, faut le voir comme le carburant de votre société. Donc, comme une ressource. En ce qui concerne les produits, donc là, je vais vous donner un peu plus de détails concernant les produits et les charges. Donc, au niveau des produits, le produit le plus courant, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est l'ensemble des ventes de votre entité. Donc, que ce soit des ventes de biens ou de prestations de services. Et si vous êtes en association, par contre, les produits que vous rencontrerez le plus, ce sont les subventions. Donc, aussi bien les subventions publiques que les subventions privées à travers le mécénat. Il y a des produits financiers. Par exemple, si vous avez des placements, ben vous percevrez des intérêts. Donc, eux, ils seront catégorisés comme produits financiers. Et il peut y avoir parfois des produits exceptionnels. Donc, ça, ce sont des produits très ponctuels qui ne sont pas dans le cours normal de la vie de votre société ou de votre association. Par exemple, si vous avez un litige en cours et que vous gagnez ce litige, vous percevrez peut-être une indemnité. Et cette indemnité sera considérée comme un produit exceptionnel. Au niveau des charges, donc là, il y a un peu plus de catégories de charges. Il y a tout d'abord les achats de matières premières et d'études, tous les frais généraux. Donc, tous les frais généraux sont l'électricité, les petites fournitures, la maintenance, si vous avez un loyer à payer, vos honoraires d'avocat. Voilà, ça, ce sont tous les frais, on va dire, courants de la vie de votre structure. Il y a aussi des charges liées à la fiscalité, donc les impôts et taxes. Il y a les salaires et charges sociales. Alors ça, évidemment, ce sont si vous avez des salariés, mais aussi en tant que dirigeant d'entreprise, que vous vous rémunériez en tant que salarié ou gérant, ben, ça figurera dans ce poste de salaire et charges sociales. Enfin, il y a les amortissements des biens immobilisés, notion sur laquelle je reviens un peu plus tard, et les provisions pour risques et charges. Donc, une provision, bah, ça porte bien son nom, en fait, c'est on met de côté quelque part une somme en cas de, si on a un risque, par exemple un litige, et qu'on évalue ce litige, je ne sais pas, à 10 000 euros, bah, on va mettre de côté ces 10 000 euros, on va impacter le bilan de ces 10 000 euros pour prendre en compte ce risque, après à voir s'il se réalise. Et c'est en ça que ça rejoint ce que je disais au départ, que certaines charges ne se traduisent pas forcément par un décaissement. Là, vous voyez, si on provisionne un risque, il n'y a pas forcément une somme à payer au bout. Ça dépendra si ce risque se concrétise ou non. De même, il y a des charges financières. Donc là, si vous avez un emprunt, vous paierez des intérêts, ça sera une charge financière. Et il y a des charges exceptionnelles, qui sont des charges voilà, peu récurrentes, rencontrées exceptionnellement. Alors, je vous ai présenté comment se décomposer un bilan. Pareil, le compte de résultat a une certaine structure et c'est ici qu'on voit cette structure. Donc, on commence toujours par le résultat d'exploitation, qui est vraiment le résultat de votre activité seule. Donc, c'est ce résultat quelque part qui est… On a tendance, quand on connaît pas très bien les états financiers, à regarder le résultat net, on va dire, le résultat tout au bout de la page. Mais c'est pas forcément celui-là qui est le plus intéressant. Celui sur lequel il faut avoir une vigilance particulière, c'est le résultat d'exploitation, parce que c'est celui qui témoigne de la viabilité de votre activité. Parce qu'après, le résultat financier, le résultat exceptionnel, par exemple, si vous avez connu un litige au cours de l'activité et que vous ayez payé une indemnité importante, bon, c'est ponctuel. Un investisseur ne va pas en tenir compte quand il va regarder vos documents financiers. Alors que le résultat d'exploitation va permettre de voir si votre activité donne un bénéfice ou une perte. Donc,
Surtout quand vous lisez un compte de résultat, et intéressez-vous à ce résultat d'exploitation. Alors, quel est le lien entre le bilan et le compte de résultat? Donc, on a vu que c'était deux documents différents, mais toutefois, ils ont un lien. Et j'ai commencé à l'évoquer en disant que le résultat était une ressource. Et en ça, vous le retrouverez au passif du bilan, comme on le voit là. Le résultat de l'exercice apparaît au passif du bilan. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il était dans les capitaux propres. Et pourquoi? Eh ben, je l'ai dit, c'est parce que le résultat, c'est le carburant de la société, c'est une ressource, et les ressources d'une société sont toutes inscrites au passif. Et aussi, parce que quelque part, le résultat que gère une société est dû à ses actionnaires, à ses associés. Et donc, c'est en ça que le passif regroupant les dettes à toutes les parties prenantes de la société, eh bien, il doit figurer au passif, car c'est quelque part une dette envers ses associés. Après, c'est à leur choix de savoir s'ils veulent le distribuer, le récupérer ou le laisser au sein de la structure. Donc, dans les capitaux propres. Et s'ils le laissent dans les capitaux propres, ça sera affecté en réserve. Et voilà, et plus ils laisseront des résultats bénéficiaires en réserve, plus les réserves de la société seront importantes. Et donc, quelque part, plus en cas de difficulté, etc., plus elle sera capable d'absorber ces difficultés. Et donc, je me suis un peu avancé. Et donc, sur cette slide-là, c'est ce qu'on voit, c'est que le résultat de l'exercice figure sur une ligne spécifique et qu'en dessous, il figurent les réserves, qui sont le cumul des résultats non distribués des exercices précédents. Alors, ensuite, je voulais continuer là aussi par des exemples pour savoir si face à une opération économique, on avait un élément du bilan ou un élément du compte de résultat. Donc, l'exemple, là, c'est une facture de fourniture administrative de 1 000 €. Donc, vous achetez des fournitures administratives. Est-ce que ça se traduit dans le compte de résultat ou dans le bilan? Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est un coût. Et je vous ai dit qu'un coût, c'était une charge, donc un élément du compte de résultat. Mais quelque part, quand vous avez cette facture, vous avez aussi une dette envers le fournisseur. Donc, face à cette opération économique, on voit qu'elle se retrouve à la fois dans le compte de résultat en tant que charge et aussi au bilan en tant que dette. Donc, elle se traduit dans les deux documents. Et en France, on parle de comptabilité en partie double. Et vous verrez, vous commencez déjà à le voir, que voilà, souvent, on a en effet miroir. Pour une même opération économique, on la retrouve à deux endroits. Ensuite, voilà, je voulais vous expliquer la distinction entre une immobilisation et une charge. Je vous ai dit qu'une voiture, c'était une immobilisation. Et pourtant, acquérir une voiture, c'est un coût. Alors, vous pourriez me dire, c'est une charge, donc dans le compte de résultat et pas au bilan. Et qu'on s'y perd un peu. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que face à un coût, s'il est supérieur à 500 €, on va se poser la question si on achète quelque chose qui va nous servir durablement, si la société acquiert un bien qui va lui être utile sur plusieurs exercices. Et si oui, dans ce cas, ça ne serait pas très cohérent que le compte de résultat supporte tout le coût sur une seule année, parce que ça plomberait le résultat, alors que le bien va être utilisé sur plusieurs exercices. Donc, c'est en ça qu'il est pertinent de ne pas l'affecter en charge, mais de le mettre en immobilisation, parce que si on doit faire une photographie du patrimoine de votre société, effectivement, elle a un véhicule, donc il faut qu'il apparaisse quelque part. Mais pas dans le compte de résultat qui serait potentiellement déficitaire lié à cet investissement. Donc, on le met, le véhicule, pour continuer cet exemple, on le met en immobilisation, mais par contre, il faut qu'à un moment, son coût soit pris en compte dans le compte de résultat. Et c'est là qu'arrivent les dotations aux amortissements. Une dotation aux amortissements, c'est une répartition du coût d'un investissement sur sa durée d'usage. Par exemple, si le véhicule, vous l'utilisez pendant 10 ans et qui coûte 10 000 €, eh bien, chaque année, on aura en compte de résultat une dotation aux amortissements de 1 000 €. Comme ça, au bout de 10 ans, on aura bien eu les 10 000 € qui seront passés en compte de résultat et pas 10 000 € d'un coup sur le premier compte de résultat. Ça permet de répartir le coût sur la durée d'usage.
Donc, voilà le lien entre immobilisation, charge et la notion de dotation-amortissement. Donc voilà, il faut, en tant que créateur d'entreprise, c'est bien de savoir que si vous faites un investissement, c'est pas à déduire tout de suite de vos comptes de résultats, mais c'est plutôt, on parle dans ce cas-là, à amortir. Vous amortissez ce bien sur la durée d'utilisation. Ensuite, je voulais vous parler de ratio financier, parce que ça, si vous êtes en discussion avec un banquier ou des investisseurs, ce sont des termes qui seront amenés à utiliser. Donc, les deux termes sont les plus couramment rencontrés sont fonds de roulement net global et besoin en fonds de roulement. On parle de BFR. Alors, le fonds de roulement net global sont les ressources propres et nettes que vous disposez à long terme. Donc, c'est-à-dire vos capitaux propres, moins les investissements à long terme, moins les immobilisations. C'est ce qui, quelque part, qui vous reste après avoir investi. Le besoin en fonds de roulement, c'est une notion un peu complexe, mais qu'on peut résumer simplement. Quelque part, c'est le cash dont vous avez besoin pour initier votre activité et ensuite la poursuivre. Parce qu'évidemment, par exemple, pour facturer, peut-être qu'avant d'avoir des encaissements, vous avez besoin d'embaucher, donc de payer des salaires, d'acquérir du matériel, etc. Et donc, vous avez un décalage entre vos dépenses et puis vos encaissements. Et le BFR mesure ce décalage et le chiffre. Et c'est quand même pas mal de le calculer parce que, en termes, si vous avez besoin de fonds, il faut en tenir compte pour savoir avant vos premiers encaissements de combien vous avez besoin en termes de trésorerie. Et donc, ces deux notions, ces deux ratios ont un lien avec la trésorerie, comme on le voit, vu qu'il s'agit de besoins de cash. Pour si le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement vous donne votre trésorerie. Donc voilà pour deux ratios pas si compliqués finalement et qui sont très importants. Voilà. Ensuite, je voulais terminer par le plan comptable parce que dans les états financiers, vous aurez une partie détaillée. Ça veut dire que vous aurez vraiment le détail de l'actif, du passif et du compte de résultat. Et face au compte, vous aurez des numéros de compte. Et donc, il est intéressant pour vous de savoir d'où sortent ces numéros. Ils ne sont pas aléatoires, ils ne changent pas entre les différentes sociétés ou associations. Ils sont là aussi normés. Donc, ils sont normés dans le plan comptable. Il y a 7 numéros de compte. Enfin, les numéros de compte vont de 1 à 7. En compte 1, on retrouve les comptes de capitaux. Donc, tout ce qui est capital social, réserve, résultat de l'exercice. En compte 2, toutes les immobilisations. Les 3 regroupent les comptes de stock. Les comptes 4, ce sont les comptes dits de tiers. Donc là, on va retrouver les fournisseurs, vos clients, l'administration fiscale, les organismes sociaux comme l'URSSAF, les différentes caisses de retraite et d'autres tiers possibles. En 5, ce sont tous les comptes financiers. Donc là, la trésorerie, les placements. Voilà, globalement, c'est ça que regroupent les comptes 5. Et les comptes 6 et 7, ce sont les comptes de charges et de produits. Donc, à partir de là, et avec tout ce que je vous ai dit avant, vous savez que les comptes 6 et 7, du coup, constituent le compte de résultat, vu que ce sont les charges et les produits. Et tous les autres comptes sont des comptes de bilan. Donc, vous retrouvez tous les autres comptes dans le bilan. Aussi bien parfois à l'actif et parfois au passif. Et vous verrez que les comptes sont plus ou moins longs. Ils vont jusqu'à 4 chiffres, généralement. Et parce qu'évidemment, je vous dis, le compte 6, c'est un compte de charge. C'est très vague. Et en fait, plus le compte est long, plus on va vers une précision dans l'affectation. Par exemple, donc 6, c'est charge. 60, ce sont les achats. 601, ce sont les achats stockés. Et 6011, ce sont les achats stockés de fournitures. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on va de plus en plus dans le détail. Quand vous aurez une facture, voilà, il faudra l'affecter dans un compte précis et détaillé à l'aide d'un plan comptable où il y aura ces numéros et pour chaque compte, une dénomination.